Moi, je ne vois pas l'opportunisme comme forcément profiter des gens. Je vois qu'il y a des opportunités qui se sont présentées à nous, on les a saisies. En fait, je pense que c'est ça qui définit XXO, c'est les rencontres. XXO, c'est extra, original. Mais dans le sens original, le bon modèle. Les XXO, c'est l'association de 3 brocanteurs. Il y a Franck et moi. Nous, on travaillait déjà ensemble. Et il y avait Ben. Et Ben, donc lui, il avait un stand qui s'appelait Baby Boom Plastique à Saint-Ouen, probablement le plus grand connaisseur de plastique que je connaisse. Donc lui, de toute façon, il était hors de question qu'il fasse autre chose que du plastique. Donc de toute façon, lui déjà, lui, sa religion lui interdit de toucher autre chose que du plastoc. Donc il le dit. Franck et moi et Ben, c'était la guerre. Nous, on était à Vanves, Ben était à Saint-Ouen, et puis nous, à un moment, avec Franck, on s'est dit, bon, on irait bien à Saint-Ouen quand même, parce que c'est bon, faire le trottoir. Ça faisait 15 ans qu'on faisait le trottoir, on en avait un peu ras-le-bol. On s'est retrouvés à Saint-Ouen, en plus dans la même allée que Ben, quasiment en face. Donc l'autre, il était vert. Et donc, alors là, ça a été encore plus la guerre de tranchées dans cette époque-là. On a été tranquille pendant quelques années. On achetait. Et puis, tout d'un coup, on a des jeunes, des gamins, qui sont arrivés, qui ont compris le 70 et qui ont commencé à venir rouler des mécaniques sur notre business. Donc là, avec Ben, on s'est rapprochés. On s'est dit, oh, là, c'est quoi là Et là, on l'a joué en fait à la Michel Souillac. C'est-à-dire que on s'est dit, les gamins, faut pas en faire des ennemis. Il faut qu'on s'associe avec Ben et on va court-circuiter tout le monde. On va les laisser nous rabattre la cam et on va leur racheter. Donc on s'est associé avec Ben. Et là, on s'est dit, on va essayer de pas faire une association de broc, parce qu'on savait que les associations de broc, ça tournait toujours vinaigre. Donc, on a décidé qu'on allait se marier. Et donc, on a créé une société. Donc, c'est ça, XXO. Tout ça est arrivé au moment où nous, on voulait plus être au puces. Ben n'avait plus envie d'être au puces. On n'avait pas envie d'une boutique. J'ai fait une adresse, parce que des gens partaient d'un local qui était 147 boulevard Davout, en plus, en dessous de 2 grandes tours des années 70. Et on s'est dit avec Ben, on s'associe et on prend ce local. Et ça a été ça, le point de départ d'XXO. Alors, la location, on avait déjà commencé un peu à louer avant. On avait Gottener qui était passé, c'était un chineur, je pense que c'en est resté un, parce que de toute façon, quand on est chineur, on le reste toute sa vie. Et donc, en fait, Gottener, moi, je ne savais pas, mais c'est un publicitaire. Et il faisait des musiques de publicité, donc il connaissait la terre entière dans la pub. Lui, il nous dit, mais vous devriez louer, parce que c'est hyper graphique. Ce mobilier-là, c'est graphique. Je pense qu'il nous a envoyé des gens aux puces, parce que c'est à cette période-là qu'on a rencontré les Quentin Dupieux. On a quand même fait le premier clip, son clip Mister Oiseau. Seb Chéri, qui travaille avec nous, mais Seb Janiac. Mon dit, nous, on l'a pas vu en direct, mais on sait qu'il louait des trucs. Et donc, de fil en aiguille, effectivement, le mobilier se louait bien. Donc, il y a eu du bouche à oreille. On avait de plus en plus de gens qui venaient du cinéma. Alors ça, c'était assez magique, parce que des trucs qu'on n'arrivait pas à vendre 100 francs, on les louait 200. Il y a eu 10 ans de pure magie boulevard Davout, où déjà tous les gens des puces venaient nous voir. Ben, c'était un grand malade de Dragon Ball Z, donc lui, il arrivait à 10h du matin, parce qu'il y avait les dessins animés Dragon Ball Z chez lui à 9h30. Et puis ensuite, on avait installé les premiers ordinateurs où on jouait, et en même temps que les meubles arrivaient, que ça chine. Enfin, on bossait beaucoup, attention, on ne fait pas que jouer, mais c'était une période quand même assez magique. On n'avait presque plus besoin de chiner, quoi. Et donc, c'est là qu'on a aussi commencé à constituer notre bibliothèque. Ben, il avait une énorme collection de Star Wars. Donc, le premier étage de son stand de Saint-Ouen était rempli de Star Wars jusqu'au plafond. D'ailleurs, je me suis fait avec lui au Rex les trois Star Wars d'affilée. On est rentré le matin, on est ressorti le soir. Ben, il avait constitué une grosse collection, un gros fonds documentaire sur le 70. On avait aussi un gros fonds documentaire. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce fonds documentaire était complémentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, Hippidais, ça peut être que à Ben ici. Bon, enfin voilà, le Népal. Bon, on va lui rendre tout de suite Doc à Ben. Parce que... Ah, ça c'est à moi, en revanche. L'art de la guerre.
Ouais, celui-là est à moi. Quoique, c'est pas mon écriture. Ça doit être la Ben. Bah, je lui pique celui-là, tiens, regarde. Celui-là, C'est filmé. Ben, tu l'auras pas. Quand je parle d'opportunisme aux gens, les gens me disent bah non, t'es pas opportuniste, parce que dans leur tête, l'opportunisme, c'est forcément profiter. Moi, je vois pas l'opportunisme comme forcément profiter des gens. Je vois que il y a des opportunités qui se sont présentées à nous, on les a saisies. En fait, je pense que c'est ça qui définit XXO, c'est les rencontres. XXO, c'est extra, original. Donc extra original, pas dans le sens nous sommes des originaux, mais dans le sens original, le bon modèle. Lorsqu'on a commencé, on était plutôt dans la brocante. Ce qui nous intéressait, c'était plutôt le XXe siècle. C'était plus facile pour moi de comprendre le XXe siècle que de comprendre le mobilier ancien, parce que j'avais pas trop une culture du mobilier ancien. Déjà parce que je n'ai pas baigné là-dedans quand j'étais enfant. Ensuite parce que j'ai pas fait vraiment d'études là-dessus. Et pour dire, j'ai quasiment pas fait d'études. Alors le 30, c'était inachetable, c'était la mode à l'époque. Le 50, ça commençait quand même déjà à être... il y avait des gens comme Jousse, comme Alan, comme Touche à l'homme, bon, puis des gens des puces un peu moins connus du grand public, mais qui sont très connus quand même comme étant des grands chineurs. Et eux, ils étaient déjà sur le créneau des années 50. Moi, je suis né en 1964. Donc les années 70, j'étais tout petit. Donc, pour moi, c'était déjà ancien, quoi. Et donc très rapidement, sur les années 70, on s'est dirigé plutôt sur le plastique. C'est à mon sens le matériau du XXe siècle. C'est vraiment un matériau qui est intéressant. Et dans le 70, on a deux types de 70. On a un 70 que j'appellerais hippie chic, bourgeois, donc où on mélangeait des meubles anciens avec des meubles modernes en métal, en verre. Et puis après, il y avait ce que moi je vais appeler l'avant-garde des années 70, qui était le plastique, où là, on était dans un domaine tout à fait nouveau et plus dans l'expérimentation. Avant le XXe siècle, le plastique, on ne sait pas, ça n'existe pas. Il y a toujours cette bagarre de dire le plastique, c'est pas noble. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que le plastique, c'est ultra noble parce que c'est un matériau qui est inventé, créé par l'homme. C'est un matériau technique qui demande beaucoup de transformation. D'ailleurs, il y a un type qui s'appelle Philippe de Selle, qui est un grand collectionneur de plastique. Il faisait partie de nos rares clients. Et Philippe de Selle a écrit un livre très important qui s'appelle L'utopie du tout plastique. Bon, déjà, il explique tous les différents types de plastique, parce que le plastique, ça va de Tupperware à l'expansion de César. On peut vraiment faire, on va dire, du fonctionnel jusqu'à l'art. Donc, quand il parle de l'utopie du tout plastique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on part d'un matériau qui va rentrer dans la vie de tout le monde. Période importante dans le plastique, c'est 63, 73. Les sociétés sont pétées de thunes. Il y a énormément d'ingénieurs. On est dans une période hyper florissante. Il y a beaucoup de mobilier qui est dessiné dans les années 50 et qui va être produit dans les années 70 parce qu'on n'a pas la technologie avant les années 70. Mais il y a déjà énormément de choses dessinées avant. On a des gens comme les Laverne aux États-Unis, comme les IMS, évidemment, qui vont déjà travailler le plastique. On se retrouve à avoir beaucoup de formes rondes dans les années 70. C'est pas parce que le plastique permet de faire des formes rondes. Le problème du plastique, c'est on ne sait pas le démouler au départ de l'action. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des formes rondes, parce que c'est plus simple à démouler. Donc, les formes rondes, c'est plus une contrainte. Et puis après, il y a le Space Age qui est arrivé là-dedans. Tout ça a fait que cette époque est symbolisée par les formes rondes. Et pendant des années, on a acheté du plastique, on a essayé de le vendre, on n'arrivait pas à le vendre parce que c'était invendable. Grâce à des mecs comme Michel Souillac, on vendait du 50 et du 30. Donc moi, j'ai à peu près tout eu. J'ai eu du Royer, j'ai eu du Perriand, j'ai eu du Prouvé, j'ai eu du Mouille. Ça nous a fait vivre. Et on a fait la même chose après dans les années 80. Moi, j'achète des trucs des années 80. Ça fait 10 ans que j'achète des meubles des années 80. Voilà, donc ça a toujours été ça, l'ADN d'XXO. Ça a toujours été... Premièrement, avoir toujours le mobilier original, le bon meuble, surtout pas des copies, et puis souvent à contre-courant. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher, donc c'est un peu plus excitant, et puis ensuite parce que c'est toujours intéressant de défricher. On avait un parking au 4e sous-sol dans Chinatown pour mettre notre stock, et un appartement en rez-de-chaussée, rue de Patay, qu'on avait récupéré, je ne sais pas comment, par lequel on passait les meubles par la fenêtre, parce qu'on n'avait même pas les clés de la porte. Donc quand on est arrivé boulevard Davout, je crois que la location, c'était 2500 € ou 3000 € par mois, c'était énorme. Et donc là, Michel Souillac nous a dit, moi je prends la moitié. Et il s'était porté caution, et on partageait le loyer. Le problème d'XXO, c'est qu'on est des boulimiques.
Donc, je crois que c'est une pathologie. Et comme on était 3 associés, 3 boulimiques, 3 tarés, forcément, on avait toujours besoin de plus de place. Donc, on avait chopé un plateau de 500 mètres carrés rue de Lagny, puis ensuite un deuxième. Le mec a vendu, donc on a dû déménager. On s'est retrouvé à Romainville. Donc, Romainville, c'était le même bond en avant que Davout, en fait. Parce que on passait d'un loyer de 2500 balles, partagé avec Michel, à un loyer de 6000. Romainville, c'est très important parce que c'est à Romainville qu'on construit, en fait, la location. Ce bâtiment qui est quand même beaucoup trop grand pour nous, il va devenir, en 15 ans, trop petit, mais qui est beaucoup trop grand pour nous. En fait, c'est ce bâtiment dans lequel on va développer XXO parce que tout d'un coup, on a de la place. On va se rapprocher de marques comme Poltrona Frao, en fait, où ils vont commencer à faire leurs ventes exceptionnelles avec nous. C'est comme ça qu'on va commencer à aller dans le contemporain. La location va marcher de plus en plus. Ben va plus s'y retrouver parce que Franck et moi, pour nous, le 70, dans la location, on s'aperçoit que c'est super réducteur. Et là, Ben le prend assez mal parce que lui, Ben, il reste dans sa philosophie de départ que lui, si c'est pas du plastique, ça le fait chier. Donc, il se barre. Et là, effectivement, ça met un coup quand même à XXO. Et là, on décide avec Franck de ne plus faire que de la location. Parce que ça devient très compliqué de gérer la location et les ventes. On fera juste des ventes exceptionnelles une fois par an. Donc ça dure pendant une dizaine d'années. Romainville a été vendu. On n'a malheureusement pas pu acheter Romainville. Mais de toute façon, on devait partir. Et on était trop petits. Là, c'est mon associé Franck, malheureusement, est décédé. Et il est décédé juste après le Covid. Et donc, en plus, c'était en pleine période de turpitude où il fallait qu'on déménage, il fallait qu'on trouve un lieu. Puis bon, c'était quand même énorme. Romainville, c'était 1800 mètres carrés remplis de meubles jusqu'au plafond. Le déménagement, ça dure 4 mois. Moi, je voulais pas m'éloigner trop parce que Romainville, on était bien. On était à 3 km de Paris. Donc, il fallait trouver un lieu pas trop loin de Paris, à des prix raisonnables et plus grand. Et donc, ça y est, donc on est arrivé dans ce nouveau local, donc qui lui fait 3500 mètres carrés, où il n'y a pas de fuite, comme c'était le cas à Romainville, où il y a du chauffage. On a 2 bâtiments, il y a des quais de départ, des quais de retour, et on a aussi monté un studio photo. On fait des photos régulièrement. Donc on avait besoin d'un studio plus grand, et puis on s'est dit, quitte à faire un studio plus grand, autant essayer de faire un studio professionnel, et on pourra peut-être le louer, ce studio-là. Nos clients principaux, c'est souvent des agences événementielles, parce que bon, imaginez bien que sur un défilé de mode, les meubles, c'est quand même une toute petite partie de l'opération. Et nous, on est beaucoup en arrière-garde. On va s'occuper du showroom, on va fournir les dîners. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'on a pas mal de clients étrangers. Alors là, effectivement, ces clients-là, on travaille beaucoup en direct avec eux. Donc, il peut arriver qu'on soit là en conseil. L'intérêt de la chose, c'est que le décor mettre en valeur ce que eux ont à vendre. En ce moment, on est dans des périodes très Knoll, 70, les Bertoya, on est dans des classiques depuis pas mal de temps, soit 70 bourgeois, soit 30, mais 30 modernistes. Donc, Miss Van der Rohe, Le Corbusier, Malé Stevens. Et effectivement, il y a des tendances dans les couleurs. Donc, par exemple, en ce moment, c'est le crème à bouclettes. Donc, partout où vous allez à Saint-Ouen, vous voyez de la bouclette partout. Donc, pour nous, au niveau de la location, c'est un petit peu compliqué, le côté très clair, parce que ça, c'est hyper salissant et c'est compliqué à gérer. Mais oui, il y a des grandes tendances. Nous, on travaille beaucoup avec des décorateurs. Nos principaux clients, c'est ce qu'on appelle des ensembliers. Et ces ensembliers-là savent, surtout dans la mode, ce qui va se passer. Moi, j'aime bien m'entourer. Dans les décorateurs, j'ai pas mal de potes. Et je trouve intéressant de parler avec eux, de leur demander ce dont ils ont besoin. Déjà, eux me permettent, moi, de pouvoir me projeter. Et puis, ensuite, eux, ils sont aussi contents parce que, quelque part, on amène ce qu'ils cherchent. Des fois, c'est des détonateurs. C'est ce qui permet, on va dire, on a une location qui va déclencher des achats. Et puis ensuite, on peut travailler sur des gammes. Moi, il y a des gammes que j'ai créées avec des créateurs, justement avec une amie. On est parti d'un modèle que nous avions existant, qui était un truc qu'on avait récupéré dans un yacht. On est parti de ce modèle-là pour concevoir quelque chose de modulaire, avec des couleurs bien précises. Ça va faire 10 ans que ce mobilier tourne chez XXO et il n'a pas pris une ride. Donc moi j'aime bien travailler comme ça avec des gens dont c'est le métier. Pour moi la première des pièces iconiques, ça serait la chaise Cantilever Est Werner Panton,
qui est iconique déjà parce que tout le monde la connaît, et puis qui est iconique parce que c'est la première chaise moulée d'une seule pièce. Et puis c'est Werner Panton qui est un de mes créateurs préférés, donc ça fait 3 raisons de dire que c'est une pièce iconique, mais une pièce de... Aujourd'hui, c'est toujours édité chez Vitra, on peut trouver une Escher pour 250 € neuve. Hein. Je crois qu'il y a Amanda Lear qui fait un striptease sur une chaise sur une Escher. Enfin bref, on est dans l'icône pour moi. Après, il y aurait la Bolcher de Hero Arnaud, qui est la chaise du prisonnier, le canapé de jean d'Olivier Mourgue, qui figurait dans 2001 Odyssée de l'espace, la bibliothèque Carlton de Ettore Sottsass, qui représente vraiment les années 80 radicaux. Et puis, allez, il faut quand même qu'on parle des fauteuils LC2 de Perriand, Le Corbusier, qui sont quand même des icônes du XXe siècle. Et il y en a plein des icônes dans le XXe siècle, c'est ça le truc. Alors, iconique ne veut pas forcément dire, pour moi, les trucs qui ont de la valeur. Parce que ça peut être iconique et toujours édité à des millions d'exemplaires. Si on me demande mon avis sur un meuble, et si le meuble, c'est un meuble pompier, enfin, ce que j'estime être un meuble pompier, c'est-à-dire que c'est une ressucée d'un truc existant et que ça n'amène rien de nouveau, rien d'intéressant, bon, je vais dire, OK, ce truc-là, je le trouve pas très intéressant. Et je vais savoir expliquer pourquoi. Stark fait sa chaise Ghost, part d'un meuble du XVIIIe siècle et il en fait autre chose. Mais en même temps, il garde les formes. On reconnaît cet objet. On reconnaît que on est dans une chaise Louis XVI. Mais là, il amène quelque chose. On n'est pas dans le pompier parce qu'il amène un matériau complètement nouveau. Il amène une transparence. Donc ça ne me dérange pas. Au contraire, ça, je trouve ça intéressant. Je ne peux pas avoir la prétention de savoir quels sont les créateurs qui sont intéressants de ceux qui le sont moins, parce que ça demande un autre travail. Alors, ça veut dire qu'il faut être dans les écoles, il faut être sur toutes les foires internationales, il faut aller voir tous les éditeurs. Enfin, c'est un travail qui n'est pas le même. Il vaut mieux faire appel à des gens comme Silvera, qui, eux, vendent des meubles contemporains depuis tout le temps, qui sont là-dedans, et c'est ça leur boulot à eux, c'est de défricher des trucs. On loue beaucoup de meubles de créateurs. Et donc, qui dit meuble de créateur, dit droit. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les droits des gens. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Hein. Il y a les créateurs qu'on ne connaît pas. Comme je dis toujours aux productions, c'est pas parce qu'ils sont anonymes qu'ils n'existent pas. Hein. Il y a peu de risques, mais il y en a quand même un peu. Après, il y a les créateurs sur lesquels, qui eux adhèrent à des associations, telles que la DAGP, par exemple. Si j'ai des artistes contemporains que je connais, à qui je vais acheter des meubles et avec lesquels je vais prendre des accords pour pouvoir diffuser leur mobilier. Alors eux, ça les intéresse sur plusieurs points. Le premier point, c'est que déjà, c'est toujours intéressant quand on n'est pas connu d'avoir son mobilier ou sa peinture ou sa sculpture dans un film. Et puis nous, on rémunère les créateurs et je vais donner 10% de toutes les locations que je fais sur le mobilier de ces créateurs. Si on veut continuer à développer le cinéma et l'audiovisuel, il faut impérativement qu'on trouve une solution sur les droits et qu'on se rapproche des créateurs ou d'associations comme la DAGP, où il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que la DAGP, hein. Des gens comme Thierry Colson. Donc Thierry Colson, c'est un sculpteur que j'ai rencontré au Puce de Vanves, avec lequel on travaille beaucoup, hein, parce qu'on loue beaucoup ses œuvres. Et donc je lui achète les œuvres, elles sont à XXO, mais je lui rétribue 10% de tout ce qu'on loue. Ça, c'est tout un travail qu'on est en train de mettre en place chez XXO, d'aller rencontrer les créateurs. Et donc, c'est vrai que là, Thierry, on a fait un portrait de lui, on a fait une interview, donc, parce que l'idée, quand on travaille avec un artiste, il faut acheter les œuvres, il faut les vendre, mais il faut aussi parler de leur travail. C'est important de donner du corps au travail des artistes. Je pensais que l'interview me semblait être intéressante parce qu'on pourra sortir de ces interviews un portrait qui permettra de commencer à installer l'artiste dans son travail. J'ai 60 ans quand même, hein. Donc je vais à un moment passer la main et je ne m'arrêterai pas de travailler, mais en revanche, je pense que je pourrais continuer à travailler avec des artistes. Donc c'est la préparation d'une nouvelle, d'une nouvelle aventure, quoi. Voilà.